problématiques sur un site e-commerce en SEO sont pas forcément les mêmes, surtout du point de vue technique, que celles sur un site vitrine. C'est un peu plus compliqué, il y a plus de pages et donc forcément d'autres types de problèmes. Le SEO, c'est une somme de petits détails qui, mis bout à bout, font que Google va vous apprécier. Le diable est dans les détails, ça c'est clair que c'est un mantra qu'il faut avoir dans le SEO. Un contenu de bonne qualité pour Google, c'est pas un contenu qui répète ce qui existe déjà 5, 6, 100 fois sur des sites concurrents. C'est un contenu qui va apporter quelque chose de nouveau. Et le problème des IA, c'est qu'il y a une sorte d'auto-alimentation. Elles produisent du contenu en analysant ce que les autres disent. Et donc, il n'y a rien de nouveau finalement. C'est de la paraphrase. L'autorité, c'est un des piliers du SEO. On l'appelle aussi la popularité. C'est comme dans la vraie vie. Plus une personne connue va parler d'un service ou d'un produit en bien, plus on va avoir tendance à avoir confiance dans le produit parce qu'on a déjà confiance dans la personne qui en parle. Pour Google, c'est la même chose. Plus il y a de liens depuis des sites externes, plus ça enverra de signaux d'autorité. Plus ces sites sont eux-mêmes puissants dans leur thématique, plus les signaux d'autorité seront forts. Il y a un truc qui revient presque tous les ans, c'est le SEO est mort. 20 ans plus tard, le SEO est toujours là. Donc le SEO ne meurt pas, le SEO évolue. Par contre, c'est vrai que les IA, c'est quelque chose qui change énormément la donne dans notre univers. Bienvenue sur Club Croissance, le podcast qui a pour but de vous donner de l'inspiration et des idées pour accélérer la croissance de votre e-commerce. Je suis Thomas, fondateur de XPLR, une agence ads et créa à destination des marques e-commerce et des D2C. Nous accompagnons actuellement une trentaine de clients et nous sommes divisés en deux pôles, avec d'un côté la performance qui s'occupe des campagnes sur Meta, sur Google et sur les autres leviers de social ads, et de l'autre côté la créa qui produit des super contenus qu'on met au bout de nos campagnes. Dans Club Croissance, je m'entretiens avec des experts pour parler de notre passion commune, la croissance et l'e-commerce. Notre objectif sera toujours le même, vous partager des conseils, des bonnes pratiques, des retours d'expérience que vous pourrez appliquer directement à votre marque. Vous pouvez nous voir sur YouTube ou nous écouter sur Spotify et Apple Podcast. Et si ce n'est pas encore fait, je compte sur vous pour vous abonner et en parler autour de vous. C'est le meilleur moyen de nous encourager et nous aider à inviter des experts toujours plus quali. Alors je compte sur vous et je vous souhaite une bonne écoute. Merci beaucoup Ludovic d'être venu dans nos bureaux aujourd'hui. Ça me fait plaisir de t'avoir avec moi. Ludovic, tu viens de l'agence Gilou. Aujourd'hui, on va parler de SEO et de tout un tas de sujets qui gravitent autour du SEO. On va aussi pas mal parler d'IA, de GEO, parce que vous êtes bien calé sur le sujet. Et je vais aussi te demander de te présenter ton parcours très rapidement, mais surtout Gilou, ce que vous faites, quel genre de clients vous accompagnez, votre périmètre d'expertise, et aussi tout sujet qui feront que de choses intéressantes justement à raconter au sujet de Gilou. Ok, écoute, déjà merci pour l'invitation, un grand plaisir d'être avec toi. Alors, pour commencer, donc Ludovic Passamonti, je suis dans le web depuis 99, donc effectivement, cheveux blancs, j'en ai un petit peu. On se concentre sur la partie la plus importante du parcours, c'est que j'ai surtout un passé de consultant e-commerce depuis 2010. Okay. J'ai monté ma propre structure, un cabinet de consulting qui s'appelait Skillbox, qui ensuite a fusionné avec Gilou. Puisqu'il y avait des complémentarités business très très fortes. Donc Gilou, agence SEO basée à Nantes. Et depuis, je fais que du SEO. C'était déjà un fil rouge dans mon parcours parce que tous les e-commerçants, parce que Skillbox c'est un cabinet de consulting e-commerce, à un moment on se pose la question de faire du SEO depuis déjà très longtemps. Donc j'avais quotidiennement l'occasion d'en parler, de côtoyer des agences SEO. Donc je m'y suis mis un peu par moi-même de manière autodidacte, mais c'est vrai qu'en passant chez Gilou, du coup, je ne fais maintenant que ça quasiment à temps plein, où je m'occupe de la partie développement commercial et des partenariats aussi. Trop bien, top. Et vous êtes combien chez Gilou ? Alors on est une agence de taille moyenne, on est un peu plus d'une quinzaine de personnes, basées à Nantes, plutôt des consultants seniors. Ouais. Et on travaille quasi exclusivement avec des e-commerçants, des sites e-commerce. Super. Parce qu'on s'est très fortement spécialisé sur les CMS e-commerce, PrestaShop, Shopify, Magento et d'autres, qui font qu'en SEO, il y a quand même des particularités dans la manière de travailler. Les problématiques sur un site e-commerce en SEO sont pas forcément les mêmes, surtout du point de vue technique, que celles qu'on peut avoir quand on est sur un site vitrine. C'est un peu plus compliqué, il y a plus de pages. Et donc forcément d'autres types de problèmes. Donc voilà, on s'est spécialisé là-dessus, et c'est aussi parce que avec mon background e-commerce, on est probablement des très très rares agences SEO à avoir aussi cette dimension conseil e-commerce pour nos clients.
Vous travaillez exclusivement avec des marques e-commerce. Ça va être notre sujet du jour, de parler de SEO. Je pense que la première partie de l'épisode, on va plutôt l'orienter sur des pratiques actuelles. Qu'est-ce qui fait qu'un e-commerçant va avoir un beau SEO? Quelles sont les zones sur lesquelles il va pouvoir travailler, se concentrer pour améliorer son SEO, que je vais qualifier, tu vas me dire si je me trompe de le faire comme ça, d'un peu plus classique sur les moteurs de recherche, donc évidemment Google. Et puis aussi, je vais te poser pas mal de questions sur le gros sujet du moment, l'intelligence artificielle, le GEO, quelle place va avoir le SEO dans les prochaines années, ta vision sur le sujet. Ok, bah écoute, allons-y. En préparant ce podcast, tu m'as dit qu'il y avait surtout 3 zones de travail en SEO, la technique, le contenu, l'autorité. Peut-être que ça peut être intéressant de les prendre les unes après les autres et peut-être de commencer par la technique. Ok, bah écoute, allons-y. La technique, c'est la base, c'est un des piliers du SEO. Il y en a 4, clairement. La technique, le contenu, l'autorité. On va revenir sur le concept de l'autorité et l'expérience utilisateur. Google a besoin commence par lire du code. Donc effectivement, si un site e-commerce n'est pas déjà bien codé, si la manière d'avoir codé le site ne favorise pas la crawlabilité, alors ça veut dire en gros l'exploration des pages par les robots de Google, en général, tout le reste ne sert pas à grand-chose. Ça commence mal. Et en général, plus un site est gros, plus il y a beaucoup de pages dans un catalogue produit, plus les problématiques d'exploration vont être importantes. Donc c'est ce qu'on appelle le budget crawl. C'est un concept qu'il faut absolument connaître quand on fait du SEO technique. C'est la capacité de Google à ne pas perdre de temps finalement à analyser des pages qui ne servent à rien en SEO pour se concentrer sur celles qui sont les plus importantes. Alors que le crawl pour Google, c'est ce qui coûte le plus cher parce qu'il analyse des milliards de pages tous les jours. Donc il peut pas passer 3 jours à analyser un site qui est mal conçu. Il a le même temps d'analyse pour tous les sites, qu'il fasse 10 000 pages ou 500 pages. Je vais schématiser, mais en gros, il a 2 minutes pour tout comprendre, pour analyser et se faire un avis sur la qualité du site. Donc, c'est-à-dire que dans ces 2 minutes, il faut absolument faire en sorte qu'il ait trouvé les pages les plus importantes, qu'il ait pris le temps de les analyser et qu'à l'inverse, il ne perde pas de temps à analyser des pages qui ne servent à rien. Et justement, quand tu parles de perdre du temps sur des pages qui ne servent à rien, est-ce que ça veut dire que Google derrière le pénalise en mode « Ok, j'ai identifié une page qui servait à rien, donc naturellement je te pénalise » ou simplement c'est une perte de temps sur d'autres pages et donc c'est pas quelque chose d'optimisé? Alors non, il pénalise pas, c'est juste qu'effectivement, il va explorer des pages et se dire finalement, elles n'ont pas d'intérêt, elles sont pas assez qualitatives ou elles répondent pas à un mot-clé, une intention de recherche qui est régulièrement demandée. Donc, en gros, j'ai perdu mon temps à l'analyser et à contrario, ça veut dire que d'autres pages qui auraient pu être pertinentes, elles ne vont pas être explorées et donc ne pourront pas être positionnées sur le mot-clé et la requête que le site voulait peut-être cibler. Donc, c'est quand même un problème. Donc, il n'y a pas de pénalisation, mais quand même, au final, le site se pénalise lui-même parce que il ne peut pas montrer toutes les pages intéressantes sur lesquelles il y a une offre intéressante à faire. Ouais. Et sur les sujets un peu techniques, vous, quand vous faites un diagnostic ou un audit pour une marque e-commerce, c'est quoi les gros sujets techniques vers lesquels vous vous tournez, vous allez vérifier si le travail a été bien fait? Alors, il y a des fondamentaux, effectivement, et il y a un outil d'ailleurs très très utile pour ceux qui s'intéressent un petit peu au sujet, c'est la Google Search Console. En plus, c'est un outil gratuit qui est fourni par Google, qui permet d'avoir une idée un peu de la santé technique, de l'hygiène technique du site. Donc, ce qu'on va retrouver dans cette Search Console, c'est par exemple le nombre de pages en erreur 404. Donc, c'est des pages qui sont des URL qui sont analysées par Google, mais qui n'aboutissent nulle part. Donc, comme son nom l'indique, des pages en erreur. Plus il y en a, plus c'est des cul-de-sac. Donc là aussi, Google perd du temps à analyser des URL qui ne servent à rien. Donc, perte de budget crawl. Google va aussi regarder, par exemple, pour une page produit, la version originale et ensuite toutes les déclinaisons qui peuvent exister sur la matière, la taille, la couleur, le poids et ainsi de suite. En réalité, cette page, c'est la même à chaque fois. C'est juste un critère qui change. Donc, il faut absolument que Google ne perde pas de temps à analyser toutes les déclinaisons. Donc là, il y a un critère à configurer qui s'appelle la balise canonicale qui va expliquer à Google ne prends pas en compte toutes les déclinaisons, concentre-toi uniquement sur la page maître et ça va permettre à Google de gagner aussi du temps pour analyser plus de pages. Il y a plein de critères qu'on pourrait analyser.
aussi la partie, on va dire, ce qu'on appelle les métadonnées, qui sont des informations qui figurent dans le code et qui permettent à Google là aussi d'analyser beaucoup plus vite comment se structure le contenu d'une page, et qui est très important pour les IA aussi, parce que les IA ont besoin d'extraire rapidement les informations importantes d'une page, et elles n'ont pas forcément le temps, comme Google, d'analyser en profondeur tout le contenu. Donc, elles vont se baser sur ces métadonnées dans le code qui vont nous servir à tout de suite à savoir quelles sont les informations importantes dans la page. Ça, les métadonnées, c'est le H1, le H2, la description, etc. C'est encore autre chose. Là, le H1, H2, c'est ce qu'on appelle les balises HN, qui correspondent, on va dire, un peu c'est comme, pour faire une analogie, un livre. Un livre, il y a le titre, ensuite il y a le sommaire avec les sous-titres, sous-sous-titres, ainsi de suite, qui permettent de comprendre de quoi parle le livre et quels sont les chapitres, les sujets intermédiaires qui vont être abordés. Si la page qui contient le contenu n'est pas structurée correctement avec les H1 qui posés sur le titre, il faut qu'une seule H1, évidemment. Ouais, bien sûr. Un titre n'a pas trois titres. Un livre, pardon, n'a pas 3 titres. Donc, il en faut qu'une. Et malheureusement, des fois, on voit dans des sites 2 balises H1, voire 3, ou alors 0. Donc, un livre qui n'a pas de titre, bon courage pour connaître le sujet. Donc, tout ça, c'est des éléments aussi qu'il faut savoir configurer et qu'on regarde pour s'assurer qu'à un moment, les paramètres SEO techniques sont corrects, parce que c'est par là que ça commence déjà. Trop bien. Top. De ce que je comprends, en tout cas jusqu'ici, c'est que sur la partie technique, il y a tout un tas de choses à mettre à leur place, que chaque chose soit bien rangée. En quelque sorte, il y a une sorte d'hygiène technique qu'il faut réussir à atteindre. Et j'imagine que vous devez très souvent voir que c'est un peu le bordel, qu'il y a plein de petits couacs ici et là, et finalement qu'en remettant chaque chose à sa place, déjà, on construit sur un terrain qui va permettre de construire la suite. Il y en a toujours. Effectivement, tu as utilisé le terme d'hygiène technique, et c'est exactement ça. C'est qu'un site, de toute façon, évolue en permanence. On change des produits dans le catalogue, on modifie des pages, on met des produits dans certaines catégories, on en enlève. Donc, forcément, par nature, à un moment, il va y avoir des erreurs qui vont se créer, des choses qui vont pas être bien faites. Donc, il faut bien le faire une fois, mais il faut maintenir cette veille sur la qualité globale, la conformité du site par rapport aux exigences de Google. Donc, il ne faut pas se dire qu'une fois que c'est fait, on est tranquille. Non, il faut continuer à surveiller une fois tous les 3 mois, faire une petite repasse, un petit audit technique pour s'assurer que les paramètres restent au vert et qu'il n'y a pas de points bloquants qui sont apparus entre-temps. Ouais. Moi, j'ai une question un peu plus, là, vraiment technique pour le coup, pour toi. Sur laquelle c'est plus une question, on va dire, même pour moi-même, pour le savoir. Est-ce qu'au sujet des URL, etc., est-ce que ça change quelque chose si j'ai bien travaillé mon URL, ou est-ce que le SEO ne va pas jusque-là? Si par bien travailler ton URL, tu entends mettre les mots-clés ou des mots pertinents par rapport à la requête qu'on veut cibler, j'ai envie de dire, c'était le cas il y a longtemps. Aujourd'hui, c'est une technique qui a beaucoup évolué. Google est de plus en plus intelligent, donc il est capable. Il lit pas que l'URL, il lit plein de paramètres. Il lit la fameuse balise title, les balises HN, H1. Il lit le contenu. Donc, même si l'URL n'est pas propre, contient un peu des caractères qui ne parlent pas pour le commun des mortels quand on lit une URL, il arrive quand même à comprendre de quoi parle la page et à la positionner. Maintenant, il est certain que si l'URL est quand même propre, écrite avec des mots qui sont pertinents par rapport au sujet de la page, c'est toujours mieux. On va dire que c'est une logique de signaux faibles. C'est-à-dire que ça va pas changer la vie de Google si l'URL est mal écrite, mais ça va quand même lui compliquer un petit peu le fait de la lire. Plus les URL sont courtes, mieux c'est. Ça, on le sait. Donc, le SEO, c'est un métier de détail. C'est-à-dire que c'est une somme de petits détails qui, mis bout à bout, font que Google va vous apprécier. En tout cas, va apprécier le site. Donc, si on néglige ces petits détails, alors, ça va pas être très grave, mais s'il y en a beaucoup qui sont négligés, au bout d'un moment, oui, ça peut poser des problèmes, et le site peut effectivement être mal indexé, mal lu, et on peut être mal référencé, tout simplement. Donc, le diable est dans les détails. Ça, c'est clair que c'est un mantra qu'il faut avoir dans le SEO. Ouais, je pense que c'est un mantra qu'il faut avoir globalement en e-commerce. Ce que tu es en train de dire là, c'est le cas aussi sur la partie ads, acquisition. On sait que c'est le cas aussi quand on développe un site, on fait du CRO, etc. C'est que chaque détail isolé n'a pas d'impact, mais justement, c'est la somme
de ces détails qui font qu'à la fin, on arrive à faire la différence. Et en travaillant chaque détail sur le SEO, sur les ads, sur son e-shop, etc., c'est là où on arrive justement à rendre les choses beaucoup plus saines et à avancer en e-commerce. Oui, c'est sûr. Et il y a quand même des critères qui sont plus importants que d'autres. Oui. On sait que Google accorde plus d'importance à certains signaux et ça évolue. C'est-à-dire que des signaux qui étaient très importants avant pour Google le sont moins maintenant, et à l'inverse, il a fait évoluer son algorithme pour prendre en compte d'autres éléments. Ça va avec l'évolution du web, ça va avec l'évolution des technologies. On va en parler. L'IA, ça change le jeu alors, à la fois, ça change pas le jeu, mais ça apporte d'autres éléments qu'il faut désormais prendre en compte quand on fait du SEO. Et donc du GEO, Generative Engine Optimization. C'est toujours mouvant. Donc il y a aussi une logique de veille. Il faut toujours se mettre à la page parce que les techniques qui fonctionnaient il y a 2 ans peuvent en quelques mois quasiment devenir obsolètes, voire ne plus du tout avoir d'impact sur le référencement naturel. Est-ce qu'à chaque mise à jour de Google, de son algorithme, ça arrive plusieurs fois dans l'année? Enfin, tu m'arrêtes si je me trompe. Est-ce que vous, de votre côté, c'est un peu le branle-bas de combat, il faut s'assurer que tout soit bien mis en ordre, ou est-ce que globalement, c'est quelque chose qui évolue dans un ordre logique, avec des modifications que vous pouviez déjà anticiper? Il y a eu une époque où effectivement c'était comme ça, quand il y avait des mises à jour de Google, on retenait tous notre souffle et en se disant qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que Google va changer, est-ce que le site va bien réagir, et là, à ce moment-là on va plutôt être boosté par la mise à jour, ou alors est-ce que le site va tomber parce que il nous a inventé des critères, des filtres qui vont faire que le site va passer dans les filtres et va être désindexé, ou en tout cas perdre beaucoup de visibilité. Ça, c'était vrai il y a quelques années. Il y avait des mises à jour très connues, Penguin, et ainsi de suite. La plus connue, Penguin, c'est une mise à jour qui a fait beaucoup de mal à beaucoup de sites. Et aujourd'hui, il a changé de fonctionnement. C'est-à-dire que les mises à jour de Google, il y en a quasiment en réalité tous les jours. Des micro-mises à jour qui ont pour objectif d'ajuster un paramètre par rapport à toute l'analyse qu'il fait pour des données, de la masse de données qu'il a, pour s'ajuster en temps réel. Malgré tout, il y a encore des moments importants dans l'année, ce qu'on appelle des core updates, parce qu'il n'y a pas un algorithme, il y en a plusieurs, et chaque core update, on va dire, va faire une grosse mise à jour d'un des algorithmes qu'il utilise. Et en général, lors de ces core updates, il y en a à peu près tous les 3 mois. À des périodes de l'année, ça peut être un peu plus rapproché, mais on sait aujourd'hui que tous les 3 mois, on s'attend à en avoir une. Effectivement, là, on voit qu'il y a beaucoup de volatilité dans les pages de résultats de Google. Le site peut être à la 3e place sur un mot-clé un jour, 48 heures plus tard, passer à la 15e, remonter à la 3e 24 heures plus tard, redescendre, et ça peut durer 3 semaines. En général, une mise à jour, ça dure à peu près entre 2 et 3 semaines. Il y a des mises à jour sur le spam, des mises à jour sur l'UX, des mises à jour sur des critères sémantiques. On ne le sait pas à l'avance, parce que Google ne nous prévient jamais, évidemment. C'est la surprise. Et même quand il y a un update Google, il ne nous dit pas précisément sur quoi porte la mise à jour. Donc en réalité, on doit attendre que la mise à jour soit faite. On doit analyser comment le site a évolué, quelles sont les positions qu'il a gagnées ou qu'il a perdues. Et en fonction de cette analyse, on va proposer des actions correctives qui vont permettre de, j'espère, remonter. Mais en fait, c'est un travail de fourmi permanent, c'est un travail d'enquête en permanence. Mais ce qui est sûr, c'est que quand il y a une mise à jour, il n'y a rien à faire. En fait, il faut attendre tout simplement qu'elle soit terminée, que le site se soit restabilisé sur ses positions, et à ce moment-là, on réanalyse en fonction des choses pas très sympas qu'on a pu voir, et on propose des actions pour essayer de remonter. Trop bien, top. C'est passionnant. Tout ça, beaucoup de choses à voir sur la partie technique, mais j'ai envie aussi de te poser des questions sur le contenu. Moi, j'ai un peu un a priori sur la partie contenu. Je me dis qu'aujourd'hui, avec l'IA, avec Claude, GPT, Gemini aussi, c'est devenu 10 fois plus simple, si ce n'est plus, de créer du contenu qu'avant. Est-ce que aujourd'hui, le fait qu'on puisse créer beaucoup plus de contenu qu'auparavant, est-ce que ça veut dire qu'il y a des embouteillages en termes de contenu sur Google? Est-ce qu'il y a des pratiques qu'il faut changer? Est-ce qu'il faut toujours produire plus de contenu, ou est-ce qu'à l'inverse, il faut réfléchir ce sujet-là de manière différente?
C'est vrai que la production de contenu par IA a changé beaucoup de choses, mais pas forcément en bien, dans le sens où ça a permis notamment à beaucoup de monde de créer du contenu en masse pour alimenter son site, des articles de blog, ses fiches produits, ses pages catégories, mais sans pour autant améliorer la qualité de ce contenu. Donc au final, c'est un petit peu mieux que quand c'était fait de manière, on va dire, ce qu'on appelle le offshore, donc confié à des sous-traitants au Vietnam, dans des pays francophones, qui faisaient pas forcément du bon travail, mais pour pas cher non plus. Là, on a du travail pas cher du tout, et c'est évidemment plus qualitatif. Mais malgré tout, ça reste pas de la très bonne qualité non plus, parce que un contenu de bonne qualité pour Google, c'est pas un contenu qui répète ce qui existe déjà 5, 6, 100 fois sur des sites concurrents. C'est un contenu qui va apporter quelque chose de nouveau. Des informations uniques, des informations fraîches, éventuellement des données factuelles, des avis sur le produit qui va... Et donc ça se trouve pas chez les concurrents. Et le problème des IA, c'est que il y a une sorte d'auto-alimentation, c'est qu'elles produisent du contenu en scrapant, en analysant ce que les autres disent sur un sujet, et donc il n'y a rien de nouveau finalement, c'est de la paraphrase pour schématiser. Donc c'est-à-dire que pour faire, et c'est le mode de fonctionnement de beaucoup de personnes qui pensent qu'il suffit de demander à ChatGPT, rédige-moi un texte sur tel sujet. Non, en fait, ça marche pas comme ça. Pour faire du contenu de bonne qualité, il y a une démarche d'enrichissement. Il va falloir expliquer, comprendre déjà ce qu'on appelle l'intention de recherche. Donc, que cherche à savoir une personne qui tape un mot-clé ou une requête? Quel est le genre d'information qu'il va falloir précisément apporter pour que la réponse soit qualitative? Il y a le sujet principal, mais après, il y a tous les sous-sujets, tous les thèmes associés qui peuvent être aussi intéressants pour enrichir la réponse la globale. Et donc, il y a en fait une vraie logique d'analyse pour préparer le terrain, préparer le prompt, donner des indications à Google ou à l'IA en tout cas, pour rédiger de manière pertinente et potentiellement l'enrichir avec des informations qui n'existent pas dans Google. Et là, forcément, on comprend que c'est un petit peu plus compliqué que de simplement demander à l'IA fais-moi un texte sur tel sujet. Donc, forcément, ça nécessite, même malgré tout, un certain niveau d'expertise. Ça nécessite de faire de l'analyse en amont avant de se dire j'arrive à un contenu de bonne qualité. Et Google, c'est ce qu'il cherche, c'est de la qualité. Donc, finalement, l'IA ne résout pas tout. C'est pas la solution à tout. Ça va juste produire plus de bruit, plus de pollution en termes de contenu. Et donc, Google essaye malgré tout de s'en sortir, mais c'est vrai qu'il est un peu englué là-dedans. Ouais, donc le mieux, ça reste de quand même produire un contenu qu'on a créé soi-même et sur lequel on est la source d'origine, qu'on a pu aller documenter grâce à des IA, d'autres recherches sur Google. Mais effectivement, quand on fait un article via ChatGPT, il va utiliser déjà des articles de blog ou ce genre de contenu qui existait déjà en SEO. Et en fait, il fait que créer un article de plus parmi des centaines d'autres. Exactement. Et en fait, Google le dit lui-même, puisqu'il y a ce qu'on appelle des guidelines. Donc, c'est la Bible de Google ou dans ce texte qui est disponible sur Internet. Il explique toute la manière dont il souhaite qu'on oriente le travail sur le contenu, sur la technique et sur l'autorité aussi. Et il dit clairement, finalement, peu importe que le contenu soit produit par une IA ou par un humain, moi, ce qui m'importe, c'est que ce contenu soit de qualité. Donc, au final, c'est le sujet de l'IA, c'est pas ça. C'est qu'est-ce qu'on arrive à en faire, comment on s'en sert. Il y a des gens qui savent faire des contenus de très bonne qualité avec de l'IA. Ça permet de renforcer effectivement la qualité éditoriale sémantique d'une page et ça permet de mieux se positionner. Mais la majorité du temps, la réalité, c'est que ça reste moyen. C'est un peu mieux qu'avant, mais ça reste quand même moyen. Ouais. On est d'accord là-dessus. Et donc, du coup, en e-commerce, quand on veut créer du contenu, je pense que c'est assez clair la notion de blog qu'on peut avoir sur son site e-commerce. Mais qu'est-ce qu'on peut ajouter comme autre brique de contenu autour d'un e-shop? Alors, c'est vrai que le blog, c'est le nerf souvent de stratégie éditoriale, mais il faut pas se dire qu'il y a que ça. Déjà, les pages catégories doivent être très bien aussi remplies. Une page catégorie doit quasiment être une sorte de guide d'achat. Parce que quand on tape une requête dite transactionnelle, donc on cherche un produit, souvent la bonne réponse c'est pas de ne proposer qu'un produit, c'est d'offrir le choix. Et donc Google va plutôt prioriser des pages de catégorie
plutôt que des fiches produits, parce qu'une fiche produit, finalement, on n'a qu'une option. Donc, c'est pas toujours la bonne réponse à apporter à une question du type je veux acheter une coloration pour les cheveux ou simplement coloration cheveux blonds sans ammoniac. Là, il n'a pas un produit à proposer. Il doit idéalement plutôt proposer des pages où il y a une offre large. Donc, les pages catégories sont évidemment les plus importantes pour le SEO dans ce cas-là. Donc, il faut que la page catégorie ne soit pas juste un catalogue avec plein de produits. Il faut qu'il y ait aussi toute une dimension éditoriale avec un guide d'achat, des éléments, des informations sur comment s'en servir, le mode d'emploi, les avantages, les inconvénients, tout ce qui va permettre à Google de se dire cette page, ce site est clairement expert du sujet de la coloration pour les cheveux sans ammoniac en teinte blonde. Et donc, à ce titre, elle mérite d'être très bien positionnée sur les gens qui cherchent ce type de produit. Ok. Et là, c'est pas un article de blog qui va faire le job, c'est vraiment la page catégorie. Les articles de blog, c'est plutôt pour des requêtes dites informationnelles. Comment, qui, quoi, pourquoi. Où là, effectivement, on peut traiter le sujet sans forcément avoir une approche produit, une approche un peu promotionnelle aussi au passage. Donc, c'est pas du tout le même type de stratégie en fonction du support du contenu. Super. Donc, au-delà de son blog, on travaille bien ces catégories, ces pages catégories produits sur son site. Et sur la page produit en tant que telle, quels sont les indispensables ou les informations qui vont peser justement sur le référencement SEO de la marque et qu'il ne faut pas louper sur sa page produit? On en a parlé un peu tout à l'heure, le fait que quand on a une page produit avec plein de déclinaisons du même produit, il faut que les balises canonicales soient configurées pour que Google comprenne qu'il n'y a qu'une seule version et qu'il n'y ait pas ce qu'on appelle de contenu dupliqué. Et quand tu parles de déclinaison, ça peut être par exemple, je vends une paire de baskets. Taille 41, taille 42, taille 43. Okay. Et à chaque fois que tu changes de taille, c'est une nouvelle URL qui est à nouveau indexée par Google, mais c'est le même produit. Google déteste une chose, c'est ce qu'on appelle le contenu dupliqué. Duplicate content en anglais, parce que pour lui, c'est une perte de temps de nouveau. C'est-à-dire qu'en gros, c'est comme s'il analysait 10 URL différentes, mais qui sont en fait le même produit. Donc, il perd son temps. Bon, ça, c'est un détail parmi d'autres, mais de manière générale, c'est encore une question de contenu. Il faut que la fiche produit ait une description qui soit très claire, enrichie. Les avis clients donnent des signaux d'autorité sur une fiche produit. Ils montrent que le produit est vivant, qu'il est utilisé, qu'il y a des avis qui sont utiles pour aider les utilisateurs à choisir ou pas ce produit. Donc, c'est quelque chose qui va énormément valoriser dans son mode de fonctionnement. Les IA font la même chose aussi. Et comment tu recommandes de les mettre sur une page produit, les avis? Est-ce que tu les ajoutes à la mano avec tout le texte ou est-ce que tu utilises un agrégateur d'avis comme Trustpilot ou Avis Vérifié? Alors, l'idéal, c'est d'avoir quand même un tiers de confiance, une plateforme, parce que ça va crédibiliser aussi la démarche. Quand tu as des avis qui sont déposés directement via un module du site e-commerce, le problème, c'est que c'est déjà bien, c'est mieux que rien évidemment, mais ça n'envoie pas de signe d'autorité que pourrait avoir une plateforme comme Avis Vérifié, Trusted Shops, il y en a plein d'autres qui vont aussi agréger des avis sur des pages externes, donc les leurs, qui sont souvent des sites très puissants sur la thématique le domaine des avis, et qui vont envoyer des signes d'autorité vers le site qui collecte des avis. Et sur les pages produits, c'est pareil, c'est des signaux d'UX, c'est des signaux d'expérience qui sont très bons pour les valoriser une page. Ça, c'est super intéressant ce que tu dis sur les avis. Du coup, plus je récolte d'avis sur un tiers de confiance dont tu listais quelques noms tout à l'heure, plus ça donne d'autorité à mon site internet? Pas forcément d'autorité, mais de signaux d'expérience qui montrent que y a des gens effectivement qui partagent leur ressenti, leur expérience sur l'utilisation du produit, et plus il y en a, plus ça fait ce qu'on appelle du contenu généré par les utilisateurs, tout simplement, et plus il y en a, plus ça vient enrichir le contenu déjà du client, le contenu de description, qui souvent est un peu le même sur tous les produits qui sont similaires. Donc en gros, une fiche produit pour des baskets, il n'y a pas 50 manières de parler des baskets. Par contre,
dire je les ai essayées, elles sont top, elles sont très bien pour cette pratique. Par contre, moi j'ai tel problème au pied, elles sont pas top. Ça, c'est des informations que le marchand n'a jamais, en tout cas qu'il n'a pas naturellement. Et le fait d'avoir ces avis va venir enrichir la fiche produit et donc donner beaucoup plus de qualité sémantique à la page pour l'aider à mieux se référencer. Très bien. Et est-ce que si j'ajoute des vidéos, par exemple, sur ma page produit ou sur mon site d'une manière générale, sur les pages produits, je pense notamment aux petites vidéos qu'on peut rajouter un peu style format story, je sais pas si tu vois desquelles je parle, ou je pourrais avoir une vidéo de présentation de mon produit. Est-ce que Google va utiliser l'information qui est à l'intérieur de ces vidéos, est-ce qu'il va être capable de les lire pour pouvoir utiliser cette information-là pour donner de la puissance justement à mon site? Alors, est-ce que Google sait lire les vidéos? C'est pas évident. Ouais. Ça dépend effectivement comment la vidéo est encodée et surtout le contexte global. Ce qui est sûr, c'est que si la vidéo est mise dans un contexte qui est le même que celui du produit, il va comprendre qu'il y a un lien. La vidéo, de manière générale, c'est un levier SEO qui est sous-estimé parce que les vidéos, faut les héberger. Évidemment, où les héberger? YouTube. YouTube appartient à Google. C'est un site très très puissant, donc ça va avoir un double effet. D'une part, ça va permettre de créer des pages avec une vidéo qui a un titre qui va dire, ça peut être comment choisir telle paire de baskets ou comment choisir telle coloration de cheveux avec tel critère. Donc, on va avoir un tuto en vidéo qui est hébergé sur une page YouTube, qui peut être dans une chaîne YouTube de la marque. Donc là, c'est très bien aussi, parce que tout ça, ça va concourir à créer une sorte d'écosystème autour du site, depuis des sites externes qui parlent et qui produisent du contenu. Le fait que la vidéo soit aussi hébergée dans la fiche produit, ça va montrer qu'il y a un contenu qui est riche autour du produit, chose que finalement assez peu de concurrents font. La vidéo, c'est encore perçu comme quelque chose de complexe à faire, coûteux, alors qu'en réalité, aujourd'hui, on peut faire des choses très très bien juste avec un téléphone, sans même faire de post-production. Évidemment, tous les produits ne sont pas adaptés à ce cas de figure, mais c'est beaucoup plus simple qu'il y a quelques années. Donc, ça va envoyer aussi des bons signaux à Google, et on voit bien que les fiches produits qui ont effectivement des vidéos qui sont bien structurées et avec un code propre pour la mettre en avant, ça performe un petit peu mieux. Ouais. Top. Donc toi, tu conseilles effectivement de faire de la vidéo. Et est-ce que justement, si je fais une vidéo sur YouTube, que je la poste pas nécessairement sur mon site, est-ce que le fait qu'elle soit sur YouTube et que potentiellement dans la description, j'ai mis un URL qui redirige vers mon site, est-ce que ça donne de l'autorité justement à mon site e-commerce? Oui, ça transmet des signaux d'autorité. Que la vidéo soit sur une chaîne YouTube qui appartient à l'entreprise, ouais, ou sur la chaîne YouTube d'un influenceur ou que ce soit, à partir du moment où c'est un lien externe qui est sur une chaîne YouTube ou un site qui est en rapport avec la thématique de destination de la page cible, oui, ça envoie des signes d'autorité. Et YouTube, c'est simple, c'est un des sites dans le monde qui a le plus gros score d'autorité. Ouais. Donc, il n'y a pas mieux que YouTube pour envoyer des signaux d'autorité vers un site e-commerce aujourd'hui. Ouais, très bien. Et là, on a commencé à parler un petit peu plus d'autorité. Est-ce que tu peux nous rappeler à quoi ça sert l'autorité? Qu'est-ce qu'on définit comme autorité pour ceux qui nous ont écoutés jusqu'ici et qui n'auraient peut-être pas compris de quoi on parle? Ouais, alors on va peut-être plus commencer par ça. Ouais, mais il n'est jamais trop tard. Ok, alors, l'autorité, c'est un des piliers du SEO. On l'appelle aussi la popularité. C'est comme dans la vraie vie. Plus une personne connue va parler d'un service ou d'un produit en bien, plus on va avoir tendance à avoir confiance finalement dans le produit, parce qu'on a déjà confiance dans la personne qui en parle. À l'inverse, un illustre inconnu qui nous dit ce produit est génial, il faut l'acheter. Pourquoi je croirais cette personne? Et peut-être que c'est simplement qu'il a un intérêt à le faire et il est commissionné, donc ça n'a pas de poids. Pour Google, c'est la même chose. Sauf que ce qu'il va prendre comme un vote de confiance, ça va pas être une personne qui parle, ça va être un site qui fait un lien depuis le site e-commerce qu'on essaye de référencer. Plus il y a de liens depuis des sites externes, plus ça enverra des signaux d'autorité. Plus ces sites sont eux-mêmes puissants dans leur thématique, plus les signaux d'autorité seront forts. Donc, il faut avoir un mix idéal.
également. Et donc des sites puissants, c'est quoi? C'est par exemple, c'est des sites médias, c'est des blogs importants sur des créneaux, des thématiques spécialisées. Il faut évidemment qu'il y ait un rapport, parce que un site qui vend du carrelage, qui obtient des liens depuis un site qui parle de critique littéraire, Google est pas bête. Il comprend bien qu'il y a aucun rapport entre les deux activités et que c'est pas du tout naturel d'avoir ce genre de lien. Donc il faut qu'il y ait une proximité quand même thématique entre les sites qui font des liens et les sites qui les reçoivent. Donc le netlinking, qui est donc le métier qui consiste à acquérir ces liens, alors souvent en les achetant, parce que la logique aujourd'hui, malheureusement, c'est qu'on est un peu obligé de les acheter. C'est un bon backlink, ça se monnaie. Ça permet effectivement de travailler sur l'amélioration de l'autorité quand c'est pas fait de manière naturelle. Ouais. Et quand tu dis un bon backlink, ça se monnaie, est-ce que ça se monnaie juste avec un lien qui est copié-collé sur une page d'un site avec de l'autorité, ou est-ce que ça se monnaie vraiment avec un contenu qui va être aussi dédié avec ce lien? Oui, un bon lien doit être aussi dans un contexte éditorial qui dans le porte. Donc, si on va reprendre l'exemple de la coloration pour les cheveux, si le lien est sur une page qui ne parle très peu de la coloration pour les cheveux, voire pas du tout, forcément, là aussi, Google va comprendre que c'est pas naturel comme lien. Il y a un loup et il va pas le considérer à sa juste valeur. Alors que si ce lien qui pointe vers le site du client, qui est dans une page qui est par exemple un guide sur la coloration pour les cheveux sans ammoniac, qui est une page qui est elle-même très bien référencée sur le mot-clé coloration pour les cheveux, là, il y a tout un contexte sémantique qui est ultra favorable et qui fait dire, effectivement, ce site est puissant, il y a un super article sur la thématique, et en plus, dans son article, il parle d'un site, et donc par extension, c'est forcément un site qui est pertinent aussi. Donc, je comprends que les signes d'autorité, là, sont logiques, sont pertinents, et je vais les prendre en compte. Très bien. Et donc, les autres manières d'obtenir des backlinks, au-delà des articles, ce sont lesquels? Est-ce que, je pose même une question, enfin, je te pose deux questions à la fois. Est-ce que, par exemple, si je poste régulièrement sur mon profil Insta, sur TikTok, etc., est-ce que tout ça peut donner de l'autorité à mon site? Alors là, tu parles spécifiquement des réseaux sociaux. Tu as pris l'exemple de TikTok. Les réseaux sociaux, effectivement, envoient des signaux. Alors, il n'y a pas d'études qui le prouvent, mais ça semblera assez logique. Parce qu'aujourd'hui, Google regarde un écosystème, regarde tout ce qui tourne autour d'une marque, et les réseaux sociaux, forcément, en font partie. Donc oui, quand il y a un compte Facebook, un compte Instagram, un compte TikTok, avec des posts qui éventuellement portent un lien dans la description vers une page produit, une page catégorie, une page d'accueil, c'est des signaux faibles, mais c'est des signaux quand même qui transmettent un petit peu d'autorité. Mais ça va pas avoir le même poids qu'un backlink sur un site média, qu'un article dans Les Échos, Le Figaro, où là, clairement, c'est un boulevard en termes d'autorité. Et est-ce que toi, tu vois justement d'autres actions qu'un e-commerçant il peut mettre en place pour donner de l'autorité à son site, ajouter des backlinks, etc.? Alors, avoir des backlinks de manière naturelle, c'est pas simple. C'est-à-dire qu'on les paye pas, évidemment. Alors, c'est mieux parce que c'est naturel, mais ça sous-entend, par exemple, de créer des contenus que les gens vont avoir envie de partager. Donc c'est de moins en moins fréquent. Donc ça veut dire faire des infographies. Ça, c'est vrai que ça marche bien. Des guides sur un sujet. Il faut essayer de trouver des informations qui n'existent pas déjà et qui vont avoir un peu cette dimension virale, qui vont du coup inciter les gens à partager, à reprendre ces informations, à les citer dans un article. Donc c'est vrai que pour ça, les études, les livres blancs, les sondages, les infographies qui peuvent expliquer un peu des contextes intéressants. Ça, c'est en général ce qui se fait de mieux en termes de ce qu'on appelle de link baiting, donc d'accroche pour générer des liens naturels. Mais la réalité du netlinking pour un e-commerce, c'est que souvent, on les achète. C'est-à-dire qu'on va identifier des éditeurs qui monétisent les liens dans leur page. Et on va les contacter pour leur dire: est-ce que vous avez prévu de faire un article ou un contenu sur ce sujet-là? Si la réponse est non, on peut leur en proposer un. Donc là, on propose à la fois le texte et le lien. On va payer une certaine somme,
Un backlink, ça peut coûter 10 € comme 2500 €. Ça va dépendre simplement de l'autorité du site. Sur des sites avec une très grosse autorité dans leur thématique, c'est plutôt le haut de la fourchette. Des petits sites qui sont inconnus au bataillon, donc qui vont envoyer peu d'autorité, c'est plutôt le bas de la fourchette. Un backlink correct, en général, faut compter quand même au moins une centaine d'euros pour que ça ait vraiment du poids aux yeux de Google. Ok. Et est-ce que si, Georges, je veux me lancer aux États-Unis, je suis une marque de maroquinerie, est-ce que le fait de travailler avec des blogueurs sur place qui ont pas mal d'autorité et qui vont justement faire un article sur mon produit avec un lien qui va rediriger vers mon site, est-ce que ça peut m'aider d'ores et déjà à monter très haut dans les réseaux de recherche? Alors déjà, il faut savoir qu'il y a une logique de langue, c'est-à-dire qu'un backlink qui vient d'un site français doit obligatoirement pointer vers une page en français. Si tu as des backlinks qui viennent de sites chinois, anglais, italiens, espagnols qui pointent vers une page française, c'est bizarre, c'est pas dans la logique des choses. On fait pas des liens vers des pages dans une autre langue que la nôtre en général. Donc Google va comprendre qu'il y a peut-être une tentative de manipulation. Et donc là, c'est pareil, il va y avoir une sorte de décote finalement en termes de transfert d'autorité parce que c'est pas logique d'avoir ce genre de lien. Donc la règle déjà, c'est que quand tu veux pousser une page qui veut se positionner sur un mot-clé en français, en anglais ou en italien, il faut que les backlinks viennent eux-mêmes déjà de sites qui sont dans la même langue. Ouais. Après, effectivement, si on parle, tu parles des États-Unis, le netlinking aux États-Unis, c'est un peu différent qu'en Europe, parce que là-bas, ils sont très branchés branding, marque. Et donc, il y a pas, pour faire du netlinking, il faut assez rapidement aller taper dans des médias, des magazines, voire des blogs très influents, et ça coûte cher. Ouais. Ça coûte beaucoup plus cher de faire du netlinking sur le marché américain que sur le marché français. Parce qu'il n'y a pas de petits liens finalement, on va dire, dans le bas de la fourchette. Ou alors c'est tellement de mauvaise qualité que autant ne rien faire, quoi. Ouais. Très bien. Et du coup, je te propose maintenant qu'on passe plutôt à la partie GEO, IA. Je pense que ça doit faire partie de votre quotidien plus. Vous devez avoir tous les jours des questions sur ces sujets-là. Toi, déjà, quelle est ta vision et de l'avenir du SEO dans les 2-3 prochaines années? Ça c'est, alors il y a un truc qui revient j'ai envie de dire presque tous les ans, c'est le SEO est mort. À chaque fois qu'il y a une nouvelle évolution, que Google sort quelque chose qui est un peu une disruption sur le marché, on annonce que le SEO est mort. Bon, 20 ans plus tard, le SEO est toujours là. Donc le SEO ne meurt pas, le SEO évolue. Ouais. Par contre, c'est vrai que les IA, c'est quelque chose qui change énormément la donne dans notre univers. Le GEO aujourd'hui, faut le concevoir comme une extension du GEO. C'est une surcouche. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de GEO comme si c'était une discipline à part entière, mais en réalité, c'est un prolongement du SEO parce que tout simplement, c'est les mêmes fondamentaux à travailler. Et là, c'est même pas moi qui le dis, c'est Google qui le dit lui-même. Good GEO is good SEO. Ouais. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est que les piliers, c'est la technique. Les IA veulent extraire facilement du contenu pour ensuite régénérer des réponses. Donc, ça veut dire qu'il faut que le contenu soit facilement extractable, bien structuré. Donc là, comme par hasard, on en a parlé tout à l'heure, ça revient par rapport au SEO. Du contenu de qualité, il faut, pour être cité dans une réponse d'une IA, il faut que l'IA considère que tu es une référence sur le sujet, que ta page est tellement exhaustive que clairement, tu es la personne qui en parle le mieux. Donc, ça veut dire qu'il faut beaucoup de contenu de qualité. Il faut aussi des signaux, on va dire, d'expérience. Donc, qui en parle? Donc, il faut signer. Quand tu écris un article de blog, toujours penser à signer l'article avec une petite biographie en bas, parce que l'IA va aller checker que l'auteur de l'article, du contenu, est potentiellement elle-même une personne influente dans le domaine, en tout cas qu'elle a un niveau d'expertise qui crédibilise ce qu'elle raconte. Donc, elle va suivre les réseaux sociaux, voir s'il n'y a pas des empreintes sur LinkedIn, et elle va essayer de trouver toutes les autres publications éventuellement qui ont été faites avec cette personne. Et donc, ça va venir encore plus crédibiliser le côté expertise du contenu. Les avis, c'est aussi important. Donc, on voit quand même qu'il y a beaucoup de choses. C'est un peu la même chose. Ouais. Les IA vont accorder plus d'importance aux signaux d'autorité.
Parce que on parle d'hallucination. Bah oui, parce que en fait, les IA se basent sur du contenu existant et parfois, pour faire des analyses ou pour restituer des réponses, elles se basent sur des réponses qui sont des données qui sont peut-être un peu obsolètes, trop anciennes, ou voire même qui sont fausses. Parce qu'il y a tellement de fake news dans les résultats de recherche de Google que si jamais une de ces fake news est prise en compte dans les contenus qui ont servi à générer la réponse de l'IA, la réponse est fausse. Donc, elles prennent beaucoup de précautions pour essayer de vérifier toutes les informations. Donc, quand on cite ses sources, ça, c'est très important de citer ses sources. Ça nous permet encore de donner des signaux positifs. Et l'autorité, plus les sites, ils vont vous citer de nouveau la page qui contient le contenu, sont eux-mêmes des sites, sont, on va dire, ultra crédibles dans leur thématique. Ça va être aussi pris en compte. Donc là, on voit bien que c'est quasiment les mêmes choses. Par contre, ça va se jouer sur des détails. Les IA vont pondérer peut-être différemment les signaux d'autorité par rapport aux signaux techniques, mais on est sur les mêmes bases. Ok. Donc, pour pouvoir déjà être bon en géo, faut déjà être bon en SEO. Ouais, clairement, ça sert à rien de se dire je vais faire du géo si j'ai pas déjà des bons fondamentaux. Et c'est ce qu'on dit souvent aux marques qui viennent nous voir et qui nous disent je voudrais être plus visible dans les IA. On dit ok, mais on va déjà commencer par regarder comment vous vous débrouillez en SEO parce que sinon ça va pas fonctionner. On va faire les choses à l'envers. Et alors évidemment, on a souvent des cas de figure où les fondamentaux sont bons, et là on va uniquement travailler sur la surcouche avec les critères qui sont un peu plus spécifiques aux IA, mais souvent la réponse à ces personnes qui viennent nous voir, c'est le géo, c'est pas pour tout de suite pour vous. Dans 6 mois, 1 an. Okay. Alors on va progresser parce qu'on va travailler de manière indirecte dessus, mais les points spécifiques, ça peut encore attendre. Trop bien. Je trouve que c'est super intéressant de rappeler cette partie-là, qu'il y a une vraie connexion entre les deux. Et pour les clients justement qui eux sont prêts dès aujourd'hui à améliorer leur référencement sur les IA, c'est quoi un peu les gros chantiers que vous menez en premier? Le premier, c'est une forme de restructuration un peu sémantique pour s'assurer que les contenus existants sont adaptés à l'extractabilité. Donc, s'assurer qu'il y a des tableaux, que les contenus ont des listes à puces, que les informations importantes sont données tout de suite en haut du contenu. Okay. Donc ça c'est un peu, on peut se dire c'est un peu illogique parce que quand on produit un contenu, on va d'abord faire une démonstration pour arriver à la conclusion. Ouais. Si on veut être cité par une IA, il faut faire l'inverse. Il faut commencer par la conclusion, donner tout de suite la réponse. Ça va faire gagner du temps à l'IA. Et ensuite, on va dérouler comment on est arrivé avec des sources, des tableaux, des listes à puces, des verbatim, tout ce qui va venir crédibiliser le contenu. Trop bien. Et toi, est-ce que tu penses que à terme, le SEO va amener à être de moins en moins impactant pour les marques e-commerce parce qu'on va avoir un volume de recherche sur Google qui va diminuer justement au profit de ceux qui vont être faits sur les IA? En réalité, c'est déjà le cas. Google a déployé dans tous les pays sauf la France, une exception culturelle, ce qu'il appelle les overview AI. Ouais. Donc c'est quand tu tapes une requête, alors, en France on peut pas le voir, alors, très rarement. Avant les résultats organiques et avant les Google Ads, on a un petit paragraphe qui commence à s'afficher et qui va donner déjà une réponse à la requête. Donc ça, c'est déployé partout dans le monde. Donc ça va arriver en France un jour. On ne sait pas encore exactement quand, mais on sait que ça va nous tomber dessus. Et quand ça va arriver, on sait que les sites vont perdre probablement beaucoup de trafic, notamment tous les sites qui ont un trafic principalement informationnel, donc qui ont des contenus qui répondent aux questions qui, quand, quoi, comment, pourquoi. On sait que ceux-là vont être les plus impactés. Okay. Mais ça va aussi impacter les sites e-commerce, notamment ceux qui produisent beaucoup de contenu, de guides d'information sur leurs produits. La deuxième étape, c'est le fait simplement que les générations qui arrivent vont de plus en plus ne connaître que les IA. Leur réflexe, ça va être, quand ils ont une question, une recherche, ça va être de demander à ChatGPT, à Gemini. Et donc, il n'y aura plus d'utilisation de Google, finalement. Donc là, pour les quelques années à venir,
clairement, on va se poser la question de est-ce que ça vaut encore le coup de travailler le SEO? Je pense qu'on a encore un petit peu un peu de temps devant nous. On parle de au moins d'une dizaine d'années avant que Google ait potentiellement une part de marché qui soit très faible par rapport à l'utilisation des IA. Mais c'est difficile de prédire l'avenir, mais on sait qu'il y a quand même un sens de l'histoire qui est enclenché et il faut désormais se dire que le SEO, c'est pas un canal à travailler seul. Il faut l'englober dans une logique de stratégie plus globale jusqu'à ce que, effectivement, peut-être que le SEO un jour soit quasiment inutile, mais ça a été compensé par le géo qui travaille sur les mêmes fondamentaux. Donc, en final, en travaillant le SEO aujourd'hui, on capitalise quand même déjà pour l'avenir. Ça, c'est le plus important, je pense. Top, je pense que c'est une bonne manière de conclure un peu tout ce sujet-là. Chez Gilou, vous avez bien intégré dans vos pratiques, dans vos offres également la notion de géo. J'imagine qu'au quotidien, ça doit être beaucoup de travail, beaucoup de lecture, de recherche, de tests pour pouvoir proposer à vos clients les meilleures solutions possibles. Le problème, c'est que c'est une discipline qui est récente. Le géo, on a commencé à en parler il y a 1 an et demi, 2 ans maximum, et ça va très vite. Donc, ce qu'on connaît aujourd'hui du fonctionnement du géo risque d'être très différent de ce qu'on va en connaître dans 2-3 ans. La réalité, c'est que aujourd'hui, personne vraiment maîtrise. On est tous dans la communauté des experts SEO en phase d'apprentissage. Il y a des tests qui sont partagés et à ce moment-là, on se dit tiens, apparemment ça influence. Il y a des études qui sont menées principalement anglophones qui nous permettent de comprendre un petit peu plus quels sont les critères qui influencent. Mais c'est très mouvant. Et on sait que dans 1 an, notre connaissance elle va être beaucoup plus évoluée. Donc, on va dire que il faut pas se dire que c'est figé aujourd'hui. On continue à apprendre en réalité et on apprend on apprend en même temps que nos clients. Ouais. Donc c'est pas simple finalement d'apporter des réponses sur un plateau à des clients qui nous disent je veux progresser en géo, dites-moi ce qu'il faut faire. On a des idées, on n'a pas beaucoup de recul. Alors que même sur des clients pour lesquels on a travaillé sur des stratégies géo, il y a 6 mois. Les résultats n'arrivent que maintenant. Donc, on commence seulement à savoir si effectivement on a eu la bonne approche dans le fonctionnement. Et tout le monde est à la même enseigne aujourd'hui. On nous demande, je prends le sujet notamment des audits géo. Il y a des tonnes de plateformes qui se sont lancées d'outils pour faire des audits géo. La réalité, c'est qu'aucun de ces audits n'est réellement fiable parce que la méthodologie d'analyse, les hypothèses de travail de ces outils sont toutes plus ou moins inconnu, en tout cas c'est très opaque et surtout c'est pas normalisé. Un outil va analyser la visibilité d'un site d'une certaine manière, un autre outil va l'analyser d'une autre manière. Donc en fonction de l'outil, on va avoir des résultats complètement différents, ce qui n'est pas pour nous donner confiance dans l'outil. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire, nous c'est comme ça qu'on travaille. En tout cas, on est surtout sur une logique un peu manuelle. On travaille un peu à l'ancienne, à l'artisanal. C'est qu'on s'aide d'outils effectivement pour collecter les données, mais l'analyse, elle reste quand même très souvent basée sur le cerveau de nos experts, en s'aidant un petit peu de l'IA pour aller un peu plus vite, mais c'est surtout de l'analyse manuelle qui fait qu'on est à peu près sûr de ce qu'on dit et que surtout on va pouvoir ensuite relancer régulièrement des audits parce qu'on va garder cette méthodologie d'analyse qui se base sur des données fiables qui sont les seuls qu'on a réellement, quoi. Super. Franchement, c'est super intéressant tout ce que tu nous dis. Là, tu nous as partagé beaucoup de conseils, que ce soit sur la brique SEO et aussi sur la manière d'aborder le géo. Et pour terminer, Ludovic, est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée aujourd'hui, que toi, les e-commerçants qui vous contactent chez Gilou, vous posent régulièrement? Ouais. Alors il y en a une qui est dans l'air du temps. Ça concerne notamment les e-commerçants qui veulent migrer leur site d'une plateforme vers une autre. Aujourd'hui, la tendance, elle est quand même très fortement vers Shopify, donc depuis WordPress, PrestaShop, Magento, vers Shopify. Et la question qu'on nous pose toujours, c'est est-ce que Shopify est une bonne plateforme pour faire du SEO et donc par extension du GEO aussi? La
la réponse que nous, on donne, c'est que c'est pas une question de plateforme, c'est une question d'expertise. En réalité, effectivement, les plateformes ont des critères un peu différents, des fonctionnalités différentes, mais globalement, on peut faire du bon SEO avec toutes les plateformes, du bon SEO technique. Le contenu, pareil, et l'autorité, ça n'a rien à voir avec la qualité fonctionnelle technique de la plateforme. Donc oui, on peut faire du bon SEO avec toutes les plateformes. Par contre, il faut s'adresser aux bonnes personnes parce qu'il y a des agences qui ont beaucoup plus d'expérience sur le fait d'optimiser du PrestaShop, du Shopify, du Magento. Et forcément, elles vont avoir un œil un peu différent et on va dire une expérience qu'elles vont pouvoir mettre au service du projet de ce client-là. Et c'est vrai que Shopify, jusqu'il y a encore 4-5 ans, c'était pas une plateforme très bien perçue par les agences SEO parce que c'est du SaaS, ça a été très limité, mais Shopify fait énormément de progrès aujourd'hui et on peut faire du très bon travail sur Shopify comme on aurait pu le faire sur PrestaShop il y a quelques années, quoi. Et justement, quand je migre, imaginons de PrestaShop ou de WooCommerce vers Shopify, est-ce que c'est à ce moment-là aussi que je dois me poser des questions Tu relances une question là. Allez, on met des pièces dans la machine. Est-ce que justement c'est à ce moment-là où il faut que je me penche très sérieusement sur mon SEO ? C'est une opportunité, effectivement, quand on fait une refonte, de remettre un peu à plat la vision et la qualité, on va dire, technique, mais aussi éditoriale du site, indépendamment du choix de la plateforme finalement. Sur le projet de refonte, c'est un moment clé pour se dire, tiens, profitons-en aussi pour faire le point sur la partie SEO, qui est souvent un peu, c'est vrai, délaissée. Mais quand on migre sur certaines plateformes, de toute façon, plus le site est gros, plus c'est un sujet qui doit être pris en compte. Et est-ce qu'une migration entraîne systématiquement une perte de trafic du site en organique ou pas forcément ? Alors, ça peut être effectivement une conséquence d'une migration quand on change de plateforme. S'il n'y a pas eu un accompagnement, s'il n'y a pas des précautions qui ont été prises sur faire un plan de redirection, corriger les lacunes techniques et sémantiques qui existaient dans l'ancien site. Et parfois, le risque, c'est de ne pas reprendre des choses très bien, des très bonnes configurations qui existaient dans l'ancien site, dans le nouveau. Le risque, c'est, je l'ai malheureusement vu souvent, c'est on fait un nouveau site, on part d'une feuille blanche. Ah oui, mais le problème, c'est qu'il y avait des trucs très importants dans l'ancien site qui étaient fondamentaux pour le SEO et qui, du coup, n'ont pas été repris dans le nouveau. Et là, on se tire une balle dans le pied. Donc, oui, il y a une forme de risque qu'il faut absolument sécuriser dans les mesures du possible avec un accompagnement SEO adapté. Mais il faut plutôt le voir quand même comme une opportunité de faire mieux que ce qu'on a en profitant d'améliorer la conformité technique et sémantique du site. Super, écoute, merci beaucoup Ludovic. Merci à toi. Tu nous as partagé aujourd'hui tout un tas de conseils et aussi ta vision de l'avenir du SEO, c'était top. Et je suis sûr que en tant que e-commerçant, en écoutant ce podcast, vous allez avoir plein d'idées pour soit améliorer votre SEO ou soit commencer à vous pencher très sérieusement sur la question du GEO. Si c'est le cas, évidemment, n'hésitez pas à contacter Ludovic. On mettra les liens vers Gilou. Tu nous diras aussi peut-être que c'est intéressant de mettre ton profil LinkedIn. Ouais, avec grand plaisir. Je suis ouvert pour discuter avec tous les gens qui se posent des questions et qui ont envie de progresser sur le sujet. Très bien, on mettra tous les liens pour pouvoir contacter Ludovic dans la description de ce podcast sur YouTube et sur les plateformes de podcast. Écoute, merci beaucoup Ludovic et puis à très bientôt pour un prochain podcast. Merci, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Club Croissance. Si cet épisode vous a plu et pour ne pas rater les prochains, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube ou au podcast sur Spotify et Apple Podcast. C'est le meilleur moyen de nous donner de la force et de nous aider à trouver des experts toujours plus quali pour intervenir. Pour des conseils quotidiens sur l'e-commerce, l'Ads et la créa, vous pouvez également me suivre sur LinkedIn. Et si vous voulez qu'on parle directement de votre marque et de vos enjeux, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet et à prendre directement rendez-vous. Tous les liens sont dans la description. Merci pour votre soutien et à très bientôt pour un nouvel épisode de Club Croissance.